Comme je disais, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Alexis Jonaé, je suis le directeur du bureau régional d'HEC Paris pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Je vous dis Akwaba, je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux. Je voudrais également dire Akwaba et bienvenue à cette conférence à toutes les personnes qui nous suivent en ligne, à toute la communauté HEC Paris connectée aujourd'hui, au corps professoral, aux experts, ceux qui croient à l'Afrique, ceux qui croient à l'entrepreneuriat et ceux qui, également comme nous, pensent qu'il faut réussir à s'engager collectivement pour pouvoir faire bouger les lignes. Le bureau de représentation a été inauguré en 2018 avec un focus majeur sur l'accompagnement des dirigeants sur Abidjan et dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Je voudrais également dire Akwaba et bienvenue à cette conférence à toutes les personnes. Nous développons des programmes qui sont essentiellement des programmes qui traitent des questions de leadership et de management des dirigeants. Mais nous développons également à côté de nos programmes Executive Education un beau programme sur l'égalité des chances avec l'INPH, un programme que nous appelons le programme d'accompagnement des talents d'Afrique, qui est un programme de préparation des étudiants africains à intégrer le campus de HEC Paris à Juan-Josas. Et aujourd'hui, nous lançons un programme pour les entrepreneurs, un programme d'accompagnement des entrepreneurs, un programme dénommé Challenge Plus. Ce programme a été possible, ou plutôt ce jour est grand pour nous, simplement parce que des personnes ont accepté de nous aider. Collectivement, on y arrive, dit-on. Je voudrais remercier ces personnes, les membres du comité stratégique de Challenge Plus Afrique. Je voudrais commencer par Daouda Koulibaly. Merci beaucoup Daouda, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Daouda est le président du chapter d'HEC Paris. Le chapter, c'est l'association des anciens d'HEC Paris. Donc Daouda est président de ce chapter en Côte d'Ivoire. Daouda est également le président de l'association des établissements financiers et banques de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Daouda pour ton soutien. Je voudrais dire également merci à Talibi Aïdara. Talibi est le fondateur et le PDG de S3I Investment Group. Et Talibi a été avec nous dès les premières heures de cet engagement entrepreneurial. Merci beaucoup Talibi. Je voudrais dire merci à Nadine. Nadine qui est fondatrice et directrice générale de MCash. Nadine qui est HEC Alumni également. Donc c'est un alumni d'HEC Paris. Et Nadine qui nous accompagne dans cette aventure également. Et je voudrais dire merci à Reda Benjeloun. Reda qui est fondateur et PDG de Hightech et co-directeur académique du programme Challenge Plus Afrique. Merci à vous tous présents ici. Merci aux membres du comité stratégique présents ici. D'autres membres du comité stratégique sont également ailleurs. Ils sont à Paris. Ils nous suivent actuellement en ligne. Et je voudrais également commencer par Christian Kamayou. Christian, merci de ton accompagnement. Christian est le fondateur de My African Startup. Et Christian nous accompagne dans cette aventure également. Merci infiniment, Christian. Je voudrais également profiter pour dire merci à Emma. Emma Cochrane est directrice projet au niveau du Centre Innovation et Entrepreneuriat d'HEC Paris. Merci beaucoup Emma. Emma est la championne de ce programme. Et vraiment, grâce à Emma, on a beaucoup avancé sur ce projet. Merci pour ce jour. Et enfin, je voudrais remercier le professeur Étienne Krieger. Étienne, sans toi, ceci n'aura pas été possible. Merci pour ton engagement et ton soutien. Étienne Krieger est un professeur affilié d'HEC Paris. Il est également cofondateur de Challenge Plus et co-directeur académique de Challenge Plus Afrique. Je ne vais pas oublier une dernière personne qui fait partie de ce comité stratégique et qui n'a pas pu être là aujourd'hui. C'est Françoise Remarque, qui est membre du comité stratégique et présidente du conseil d'administration de Canal+, Côte d'Ivoire. Alors, ceci dit, je voudrais rapidement situer le cadre de lancement de ce programme. En Afrique, en 2025, il y aura un quart de la population mondiale qui sera africaine. En 2050, on aura 830 millions de personnes âgés entre 15 et 35 ans qui vivront sur ce continent. Une force incroyable, dit-on. Une jeunesse avec beaucoup d'attentes en perspective. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je crois que le calcul est simple. L'entrepreneuriat sera une solution clé pour pouvoir résoudre le problème de l'employabilité de la jeunesse africaine. Alors j'en ai pour preuve les statistiques de la Banque africaine de développement qui dit quoi? Chaque année, 11 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail. Et chaque année, il n'y a que 3 millions de postes disponibles. Alors faites le calcul, c'est 8 millions d'emplois à couvrir chaque année en Afrique. Et clairement, il faut créer des entreprises. Mais chez HEC Paris, nous croyons que créer des entreprises exige également de la démarche. Et partout dans le monde, on dira que s'il n'y a pas d'accompagnement rigoureux des entrepreneurs, on assiste beaucoup à des échecs. Et c'est pour ça que le programme Challenge Plus est un programme d'accompagnement des entrepreneurs qui
pour nous, ce sera déjà de l'apprentissage de compétences clés, mais également du mentoring, du coaching et surtout, et aussi de la visibilité pour ces entrepreneurs et leurs projets. Je vais inviter Étienne Krieger, professeur Étienne Krieger, à nous rejoindre. Étienne est là, pour partager avec nous, effectivement, qu'est-ce que le programme Challenge Plus et comment tout ceci a commencé. Étienne? Alors, si Étienne est là, Étienne, comment ceci a commencé? Parle-nous création, date de création de Challenge Plus, quels étaient les enjeux quand ça a commencé à Paris, il y a 30 ans? Alors, merci beaucoup. Effectivement, Alexis, ça me rajeunit de 30 ans. Bonjour à tous. Et ça a démarré avec une discussion avec mon collègue Michel Santi, qui est un professeur de stratégie, qui est un professeur à qui HEC doit énormément en matière de lancement de programmes. Plus a été lancé en 1990. Et donc, oui, quelques chiffres clés sur ce programme. Donc, depuis 1990, il y a eu 46 promotions. Nous avons accompagné 923 projets. Enfin, on doit tangenter les 1000 projets. Plus de 550 entreprises ont été créées. Parmi ces entreprises, nous avons connu 7 introductions en bourse, dont 2 entreprises qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros. Il y a eu plus de 30 fusions-acquisitions, plus de 800 brevets déposés, plus de 1 milliard d'euros levés auprès d'investisseurs privés, plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires cumulé sur 10 ans. Enfin, au final, ça nous a permis d'avoir de très belles réussites comme Selectis, Terranexus, Xiring, UserCube, le groupe Point Vision. Et donc, au final, c'est avant tout une affaire de rencontres. Et au-delà de ces réussites entrepreneuriales, nous espérons avoir permis à plusieurs entrepreneurs et à leurs équipes de réaliser leurs rêves. Et c'est finalement ce à quoi sert une école de management comme HEC de Paris. Merci beaucoup, Étienne. Je voudrais maintenant que merci pour ces chiffres clés. Je voudrais maintenant que tu nous parles un peu de comment tout cela a démarré. Quels étaient les besoins identifiés à l'époque, il y a 30 ans? Comment concrètement on en est arrivé à construire un programme comme cela pour l'écosystème entrepreneurial français à cette époque? Comment cela a commencé? Alors, le besoin fondamental, il y en a plusieurs, mais c'était de métamorphoser des scientifiques en entrepreneurs, ou des ingénieurs et des scientifiques en règle générale, parce que ce sont des gens brillantissimes, mais qui n'ont pas forcément les codes de la gestion, du management, ni les connexions, ni le réseau avec l'environnement économique. Et donc, il s'agissait d'inscrire des startups, on ne parlait pas encore de startups à l'époque, mais des PME innovantes, dans leur environnement administratif, industriel, économique et social, et à travers le prisme de la formation, justement d'aider graduellement ces entrepreneurs. Mais effectivement, ce besoin fondamental de formuler des plans de développement qui soient cohérents et d'aider finalement des entrepreneurs à inventer l'activité qui leur ressemble est quelque chose qui nous a toujours animés. Entre-temps, évidemment, l'environnement a changé, on s'est adapté, les choses se sont accélérées en matière de transformation digitale de l'économie. En tout cas, on continue de recevoir. Merci beaucoup, Étienne. Et là, partant des besoins maintenant, je voulais te dire, pourquoi cette nouvelle donne africaine? Qu'est-ce que ça pourquoi je te sens si enthousiaste sur cette aventure africaine? Puisque on aurait pu imaginer tout simplement que, voilà, 30 ans après, on réalise ce beau parcours sur Challenge Plus en France et en Europe. Qu'est-ce qui change aujourd'hui pour toi? Social ou environnemental, au-delà des simples critères de performance économique, et il y a toujours ces enjeux spécifiques à la maturation de projets deep tech de longue haleine. Voilà. Alors, ce qui change, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et tu nous as donné, cher Alexis, c'est que l'Afrique est un univers en soi, et qu'il y a davantage d'entrepreneurs en Afrique, en Europe, avec un dynamisme qui est corrélé avec la pyramide des âges du continent, et une volonté farouche de participer au développement du continent dans des secteurs économiques majeurs. Après ça, il y a des offres une offre significative et en croissance de capitaux, de structures d'accompagnement. Il y a beaucoup d'incubateurs et d'accélérateurs, et finalement, on arrive
on arrive à une situation équivalente. Tout ça pour dire qu'il y a un écosystème entrepreneurial qui s'est développé. D'ailleurs, que mon ami Christian Camaillou a recensé et a contribué à promouvoir depuis des années. Et HEC est désireux de participer à cette dynamique entrepreneuriale parce qu'en son sein, on a beaucoup d'alumni d'Afrique subsaharienne et d'Afrique en général, et qu'on pense qu'on a un rôle à jouer en matière de maturation et d'aide à l'accompagnement de ces entrepreneurs. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour ces points. C'est très clair. Il y a un rôle à jouer par HEC Paris. Il y a une communauté d'alumni, une communauté d'anciens, une communauté de diplômés de l'école, composée d'entrepreneurs successful, d'entrepreneurs qui réussissent, qui prennent le challenge de transformer ce continent en résolvant des problèmes réels. Oui, effectivement, on a tous en fait un engagement collectif autour de ce besoin. Alors, je vais continuer en fait à essayer de découvrir ou à écouter les autres participants de ce panel de ce matin, de cette conférence de presse. Je viens vers Reda. Reda Benjeloun. Reda, tu es co-directeur académique de ce programme, au même titre que Étienne. Reda, c'est pourquoi Challenge Plus Afrique? Bonjour à tout le monde. Merci Étienne pour ton intervention. Pourquoi Challenge Plus Afrique? Donc déjà, Étienne et toi avez donné un certain nombre d'éléments extrêmement importants quant au choix de ce programme. Challenge Plus Afrique est un programme destiné à accompagner les entrepreneurs africains. D'accord? Et aujourd'hui, pour moi, dans ma conception personnelle de comment faire de l'Afrique un endroit meilleur, le levier le plus important, c'est celui de la construction et de la création d'entreprises qui gagnent. Parce qu'une entreprise qui gagne est une entreprise qui paye des taxes, qui crée des emplois et qui permet aussi donc de contribuer à l'essor du continent. Donc fondamentalement, pour moi, le programme Challenge Plus est un programme qui me parle. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans cette direction et de choisir en fait le programme Challenge Plus comme programme de développement. Merci beaucoup, Reda. Reda, parle-nous de ton expérience chez Hightech comme valeur ajoutée pour ce programme. Donc, mon expérience, la valeur ajoutée que je peux avoir en tant qu'entrepreneur est la même que celle de mes collègues qui, par ailleurs, auront certainement encore plus de valeur ajoutée quand je vois la qualité des personnes qui sont assises autour de moi. Mais encore une fois, le programme Challenge Plus est un programme qui est destiné aux entrepreneurs. Donc, sur une structure comme HEC Paris, un entrepreneur peut trouver énormément de connaissances théoriques. D'accord? Donc la connaissance théorique. Mais la connaissance théorique est une connaissance qu'on peut aussi acquérir en suivant un programme grande école, en faisant un MBA, où on a le temps de découvrir des théories scientifiques. Et évidemment, ces théories scientifiques sont extrêmement importantes parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si aujourd'hui j'applique des théories qui sont prouvées et qui sont aussi éprouvées, j'ai d'énormes chances de pouvoir prendre les bonnes décisions dans le cadre entrepreneurial. Ceci étant dit, un entrepreneur a besoin de connaissances théoriques, mais peut aussi énormément apprendre des connaissances terrain. D'accord? Et donc, ce programme Challenge Plus sera un mix entre des professeurs qui ont le background académique indispensable en fait pour pouvoir aller de l'avant, mais aussi sera en fait l'occasion d'être accompagné par des personnes qui ont des track records et qui ont eu des succès dans le domaine entrepreneurial, d'accord? Et quand j'écoute aussi l'explication d'Étienne Krieger qui parle de ce programme qui date de 30 ans en France, il ne faut pas oublier que nous sommes en Afrique et que l'Afrique a ses spécificités. D'accord? Ça ne veut pas dire que les théories scientifiques ne fonctionnent pas en Afrique. Au contraire, il faut même qu'on apprenne à encore mieux les appliquer, mais on pourra les pondérer et apporter les spécificités culturelles de notre continent grâce à l'apport des entrepreneurs qui y participeront. Donc ma valeur ajoutée à moi, entre guillemets, c'est plutôt la double casquette, puisque je peux avoir la casquette académique, mais j'ai effectivement, pendant 20 ans, développer un business consistant avec une équipe formidable que je remercie encore parce que c'est mon équipe qui a fait qu'aujourd'hui je suis assis à cet endroit et donc je vais pouvoir partager en fait quelles sont en fait les best practices que j'ai pu appliquer dans le cadre entrepreneurial et qui fonctionneront certainement pour d'autres personnes.
Merci beaucoup, Reda. Reda, je finirai en disant, Reda, tu es co-directeur académique de ce programme. Et ce sera quoi ta mission principalement? Donc ma mission, déjà, en restant très humble, c'est d'apprendre à côté d'Étienne sur le plan académique. Mais ceci étant dit, fondamentalement, donc en tant que co-directeur académique, on va s'assurer, d'avoir les meilleurs projets. D'accord? Ça va être quelque chose d'extrêmement important. Donc, s'assurer que seuls les meilleurs participent à ce programme-là. Nous avons ce souci d'excellence. D'accord? Nous ne voulons pas en fait prendre des projets pour prendre des projets. Chaque projet qui sera identifié et qui participera à ce programme Challenge Plus sera potentiellement un projet qui pourra devenir le leader de son industrie en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique. La deuxième chose, c'est qu'on va s'assurer que les intervenants soient des intervenants de qualité. Donc, toutes les personnes qui voudront participer et apporter leur expertise devront aussi démontrer qu'elles ont aussi les compétences nécessaires, qu'elles ont des track records, qu'elles ont démontré la capacité. Parce que pour partager avec les autres, encore faut-il qu'on s'assure que les personnes qui participent ont les compétences requises. Merci beaucoup, Reda. Reda, aujourd'hui, ce programme a été lancé officiellement, donc c'est la conférence de presse ce jour, mais j'ai cru comprendre, effectivement, et puisque je fais partie d'équipe, mais dis-nous, est-ce qu'il y a des personnes qui s'intéressent au projet déjà, ce programme déjà? Alors, on a démarré, donc comme tu l'as dit, à mon avis, l'idée, on a quand même des personnes qui se sont impliquées, donc comme évidemment Daouda qui est président du chapter, toi, toute l'équipe, etc. Et donc on a fait quand même un certain nombre de choses en amont, avec l'aide du comité aussi stratégique, Christian Kamayou qui est en France, Emma Cochran, enfin toutes les personnes que tu as déjà citées. Et on a déjà lancé donc des webinars, des after-work. Et donc le target pour ce programme, on souhaite avoir sur le premier batch à peu près 25 étudiants. On ne veut pas plus que 25 projets, d'accord? À ce jour, on a déjà une quarantaine de projets qui sont sur le feu, alors qu'on n'a même pas encore fait le lancement officiel. Donc la demande est importante. La demande est importante parce que, évidemment, à mon sens, un entrepreneur qui veut réussir doit participer à ce programme-là parce qu'il aura accès vraiment au meilleur pour mener à bien son projet. Et on a eu ce retour, donc on a 40 projets. On va essayer d'en avoir une centaine d'ici la fin du mois d'août et on sélectionnera 25 projets, donc un taux de sélection d'à peu près 25%, ce qui tombe dans les normes de l'excellence normalement. Merci beaucoup, Reda. Reda, merci pour ton partage. On reviendra à toi encore tout à l'heure. Je vais continuer ce partage de ce matin avec Daouda Coulibaly. Daouda Coulibaly, tu es le président du chapter des alumni de Côte d'Ivoire. Daouda, parle-nous de ton parcours. Tu es un alumni de la grande école ou tu as fait un executive education. Parle-nous de ton parcours, Daouda. Alors, bon, merci Alexis. En tout cas, très heureux d'être là, aux côtés, donc, je pense que de nous quatre, je suis le moins légitime parce que, bon, les autres, c'est des entrepreneurs. Moi, je ne suis en fait qu'un salarié et je voudrais en fait leur traduire toute mon admiration pour ce qu'ils font. Je les connais tous individuellement et je peux te confirmer que c'est des vrais champions. Alors, pour ce qui me concerne, donc, oui, je suis diplômé de la grande école depuis 1996, donc ça commence à dater 25 ans déjà. Et alors, comment HEC Paris a structuré ta carrière, Daouda? Alors, une petite anecdote, je me souviens quand on était admis au concours, et puis à l'époque, on n'était pas sûr d'avoir une bourse de l'État de Côte d'Ivoire, donc on avait du mal à trouver le financement. On cherchait quelques alumni, il y en avait quelques rares à l'époque. Il y avait le directeur financier de Total, qui s'appelait donc M. Le Goff, que nous sommes allés voir. Et la réponse qu'il nous a dit, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais il faut y aller, parce que ça va changer votre vie. On avait vu à l'époque aussi Tidiane Thiam, qui était DG de BNET, et c'était exactement la même réponse qu'il nous avait donnée. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais il faut absolument y aller. Et j'étais avec un ami en fait, qui était admis à l'ESCP et moi à HEC. Donc c'est pour vous dire en fait que, effectivement, en rentrant à HEC, ça a complètement changé en fait, donc, ma vie, en termes d'abord de perspection, en termes d'études, en termes de possibilités d'ouverture d'esprit, mais aussi en fait, d'ouverture sur le monde, des possibilités de choses à faire. Et, quand vous arrivez là-bas, vous avez les ailes en fait, pour voler. Et c'est quelque chose qui est vraiment magique, quoi. Et en sortant de là,
vous avez en fait le sentiment peut-être un peu prétentieux de pouvoir en fait tout faire, mais ce n'est pas prétentieux parce qu'en fait la formation qu'on vous donne, elle est tellement puissante, elle est tellement forte que vous avez en fait l'assurance de pouvoir affronter en fait donc les choses. Et c'est pas en fait quand on vous met en fait donc on ouvre votre tête et on met donc des dossiers là-dedans, mais c'est parce qu'on vous apprend à réagir face à un problème. Vous avez en fait une situation, vous savez où chercher la solution, vous savez comment les dérouler et vous savez comment arriver donc à une conclusion. Une fois que vous avez en fait cette phase-là, vous avez en fait cette possibilité-là de pouvoir en fait face à un problème, de pouvoir l'analyser, de pouvoir aller chercher donc les bonnes réponses, poser les bonnes questions, chercher les bonnes réponses avec une méthode donc de déroulement. Donc vous êtes quasiment sûr de pouvoir en fait faire beaucoup de choses. Donc, HEC Paris a changé ta vie? HEC Paris a changé ma vie, je peux le dire et je le dis en fait d'autant plus fièrement que je ne suis pas le seul. Et tous mes camarades que je vois également me disent la même chose. Merci beaucoup, Daouda. Daouda, je te remercie, mais je voudrais aujourd'hui te poser la question Challenge Plus. Est-ce que tu penses que Challenge Plus vient répondre effectivement à un besoin sur ce continent? Alors, oui, je pense que la réponse est très claire. Hein. Donc, dans ton introduction, dans l'intervention d'Étienne, dans l'intervention de Reda, c'est clair en fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle en fait donc d'entrepreneuriat. Il faut entreprendre partout, ça pousse. Partout donc il y a des laboratoires en fait qui se mettent en place pour amener donc les jeunes à se prendre en charge, à créer des entreprises. Et je pense que l'Afrique, on l'a dit, hein, donc ce ne peut s'en sortir que par l'entrepreneuriat. Et ce programme qui a fait ses preuves, qui était un programme d'excellence, qui arrive donc en Afrique, je pense que c'est tout aubaine qu'il faut que les entrepreneurs saisissent. Il n'y en aura pas en fait 10 000, il n'y en a pas 10 même. Et donc là, c'est l'un des programmes phares qu'il faut absolument saisir. Et c'est une chance pour nous de l'avoir en Côte d'Ivoire. Et je pense que Reda l'a pas suffisamment signalé. Vous avez en fait donc beaucoup d'entrepreneurs de la sous-région, voire au-delà de la sous-région, qui sont intéressés à intégrer ce programme-là. Donc, ce que eux là, ils ont saisi tout de suite la chance que ce programme, ce qu'était ce programme-là pour eux. Et donc, les Ivoiriens qui sont là doivent en plus doivent vraiment mesurer la chance qu'ils ont, quoi. Mais merci beaucoup, Daouda, et merci surtout pour ton encouragement à ce qu'il y ait beaucoup de projets qui viennent sur ce programme. Je voudrais également signaler que depuis toujours, on a toujours compté sur le chapter que tu diriges pour bénéficier du mentoring, donc du mentorat des dirigeants. Cette fois-ci, ce sera du mentorat des entrepreneurs du chapter vis-à-vis des participants à ce programme. Également, tout ce que vous faites pour pouvoir supporter toutes les initiatives que nous entreprenons pour HEC Paris dans la région. Vraiment, je te remercie encore. C'est nous qui remercions en tout cas HEC donc de pouvoir développer ce programme donc Challenge Plus sur l'Afrique et particulièrement donc sur la Côte d'Ivoire. Nous, donc le chapter, nous sommes plus d'une centaine. C'est l'occasion pour nous, donc tous les trois qui sont là sont des alumni et ils sont des entrepreneurs. Donc ils ont en fait à la fois la théorie et la pratique avec tout ce qui peut se faire dans de mieux en ce moment. Donc c'est vraiment un plaisir pour eux de venir partager parce que c'est aussi ça qu'HEC nous apprend, le sens du partage. Donc vous avez reçu, vous donnez, vous partagez avec les autres et c'est comme ça en fait qu'on s'enrichit aussi donc mutuellement. Et donc dans le chapter, il y a plus de la moitié qui sont des entrepreneurs et qui pourront venir partager en fait leur expérience, que ce soit dans le marketing, dans la stratégie, dans les finances, dans la logistique, dans les ressources humaines, qui pourront venir en fait partager leur expérience avec ceux qui seront admis au programme, ceux qui seront retenus. Parce qu'apparemment, la sélection sera rigoureuse. Oui, la sélection sera aux standards internationaux, tout simplement. Donc, c'est vraiment la seule façon pour nous de garantir des champions, n'est-ce pas, Reda? Donc, effectivement, on reçoit déjà beaucoup de projets de l'international, donc en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est également un appel que nous lançons, que ces projets continuent de venir et que, Reda, tu veux nous rappeler les étapes clés pour le processus d'admission à ce programme? Merci beaucoup, Daouda. Merci infiniment, Daouda, pour le partage. Oui, je vais le rappeler très rapidement. Donc, pour ceux qui veulent se candidater, il y a un lien sur lequel il faudra cliquer qui sera repartagé, mais grosso modo, c'est sur la page de HEC Paris. Vous pouvez taper Challenge Plus Afrique.
Et dessus, vous pourrez en fait faire prévaloir votre intérêt pour le programme. Vous serez ensuite contacté pour un entretien téléphonique. Cet entretien téléphonique, on vous demandera de présenter en fait le projet dans ses grandes lignes. Et donc, c'est une présélection pour s'assurer que vous fitez avec le programme. Donc, je le rappelle, ce programme est destiné aux entrepreneurs qui sont porteurs d'un projet à forte valeur ajoutée. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir non pas des programmes, des projets qui sont déjà matures, mais des projets qui sont en devenir. D'accord. Et donc, on va s'assurer que le projet est porteur, qu'il est possible de le mettre à l'échelle et qu'il a tout ce qu'il faut en fait pour que vous puissiez en retirer la substantifique moelle. Ensuite, vous serez convoqué à un entretien de présélection, celui-là, où vous aurez une petite présentation PowerPoint de 10 minutes à faire sur votre projet pour l'expliquer un peu plus en long et en large. Et c'est à l'issue de cette présentation que le comité de sélection, le jury, décidera de votre participation ou pas au programme. Le premier comité se tient au mois de juillet. D'accord, donc on a lancé déjà. Donc, comme je vous ai dit, on a 40 projets qui sont déjà là. Il faut essayer d'avancer au maximum. Donc, par rapport à ce que Daouda a dit, effectivement, et merci de le souligner, on a beaucoup de candidats déjà à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, on a des projets du Sénégal, on a eu des projets du Maroc, on a des projets d'autres pays de la sous-région, parce qu'il ne faut pas oublier que ce projet est financé en grande partie. D'ailleurs, c'est un appel aussi à ceux qui seraient intéressés de nous accompagner sur ce projet. C'est un projet qui est subventionné. Et donc, les candidats auront un price point de 4 500 € en fait, pour participer à ce projet. Donc, 200 heures de cours enseignés par les meilleurs professeurs et les meilleurs entrepreneurs à 4 500 €. Bon, bah, au niveau du deal, vous faites vous-même le calcul. Et on veut impérativement que nos compatriotes ivoiriens, c'est extrêmement important. Donc, on réfléchit à l'Afrique, on pense Afrique, mais on veut aussi effectivement que nos compatriotes ivoiriens profitent de ce projet-là. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques explications. On reviendra également là-dessus tout à l'heure avec les questions de l'audience, de la presse. Je voudrais remercier tout le corps professoral d'HEC Paris et surtout le Centre Innovation Entrepreneuriat qui nous a beaucoup accompagnés sur ce projet. Merci à sa directrice Inge. Merci également mes remerciements vont également à tous nos collègues d'HEC Paris. Je voudrais remercier également ici, vous remercier encore, chers membres du comité stratégique. Le public attend pour vous poser des questions. Donc, Talbi et puis Nadine, croyez-moi, les gens ont des questions pour le public a des questions pour vous. Je voudrais remercier Franck Berthaud, CEO d'Antilope, qui est présent avec nous ce matin. Je voudrais remercier Vincent Goran, CEO de Success ID. Je voudrais remercier Mathias Leopoldi, CEO de Julayai. Je voudrais remercier Bola Bardé, CEO de Soussou, Nelly Chatoué Diop, CEO de Ejara, depuis le Cameroun, Kone Yaya, CEO de Koliba, Steven Bedi, Ibrahim Khan, président de Africa IT News. Je voudrais remercier Oumar Diallo, fondateur de ID Smart, président de Sen Startup. Je voudrais remercier également Abou Dieng, CEO de Adafri, depuis Dakar. Je voudrais remercier Bernardo Bruzion, qui est directeur éditorial de Oxford Business Group, et également Émilie Wilson, directrice des projets de Oxford Group. Nos remerciements vont également à l'équipe 35 degrés et à IDC qui nous accompagne dans cette organisation, assez challengeante, il faut avouer, avec les temps de latence. Et sans plus tarder, je vais ouvrir les questions. Je vais permettre également aux journalistes de vous poser quelques questions, chers membres. Également Étienne et puis Christian depuis Paris, avec Emma qui nous écoute. Je voudrais sans plus tarder permettre à ce que vous commenciez le bal des questions. Merci. Je me nomme Job Atemene, journaliste à RTI.info. Voilà, j'ai une toute petite question concernant le nombre de projets à retenir. Voilà, tout à l'heure dans l'intervention de monsieur, c'est Rena, il a dit qu'il y aura 25 projets qui seront retenus sur 100. Voilà, c'est là l'objet de ma question. Pourquoi ce cas dichotomique? Les cas un peu trop grands. Pourquoi sur 100 projets, c'est 25 qu'on doit retenir? Pourquoi attendre qu'on recrute 100 projets? Pourquoi attendre que 100 projets puissent s'inscrire avant qu'on en retienne 25?
D'accord. Reda va répondre à la question. Reda, la question est pour toi. D'accord. Donc je vais répondre. Merci pour la question. En fait, le batch, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qu'on veut, est limité à 25 parce que tout simplement, au-delà de 25, on estime qu'on ne pourra pas produire un enseignement de qualité. D'accord. Donc déjà, la classe doit avoir au maximum 25 élèves. Maintenant, pourquoi aller à 100 pour pouvoir en fait arriver à 25, c'est que c'est comme dans toute sélection. Plus on a de candidats qui vont soumissionner, d'accord, plus on va pouvoir trier et sélectionner. Et je répète, le but de ce programme, comme l'a dit Daouda tout à l'heure, c'est vraiment d'accompagner des champions. On veut accompagner des champions. Donc pour pouvoir accompagner des champions, il faut déjà qu'on ait fait une sélection pour avoir les meilleurs projets. Et après, avoir un taux de 25%, c'est vrai que c'est sélectif. On pourrait dire qu'on veut un taux de 10%, de 15%. D'ailleurs, mon pari, c'est de me dire que d'ici 2 à 3 ans, on n'aura plus non plus 100 candidats qui vont soumissionner, mais peut-être que le projet sera tellement porteur et on aura prouvé qu'on est capable d'accompagner ces personnes à réussir qu'on aura peut-être 1000 candidats pour 25 projets retenus. Quand il y a de la sélection, il y a de la qualité, hein, comme dans tout. Merci beaucoup, Reda. C'est bon pour vous? Excuse-moi, au confrère de Financial. Voilà, pendant qu'il avait le micro, la deuxième question m'est venue. Voilà, quelle sera la nature de ces projets retenus? Parce qu'aujourd'hui, on sait. Voilà. D'accord, la nature des projets. Donc, comme l'a dit le professeur Etienne Krieger, en Europe, ce sont surtout, en France, c'était surtout des projets très poussés d'un point de vue scientifique, des ingénieurs, des polytechniciens qui viennent en fait avec un savoir-faire, un brevet, et que Challenge Plus a accompagné pour donner en fait les skills, les compétences en fait managériales pour ensuite porter un projet et une idée qu'on a en quelque chose de concret. D'accord, donc un business qui tourne. Quelqu'un qui a fait une formation d'ingénieur n'a pas nécessairement les compétences qu'il faut pour porter ce projet d'un stade où on a en fait l'idée scientifique à quelque chose qui marche et qui se développe et on croit à un business qui est porteur. Donc la nature des projets ici sera peut-être effectivement on aura des projets scientifiques, mais on a sur ceux qui ont soumissionné, on a vraiment des projets de toute nature. Donc on a des projets à dimension technologique, on a des gens qui sont dans le domaine de l'énergie, donc les énergies renouvelables, on parle du solaire, on parle donc de tout ce qui tourne autour des énergies. On a eu des projets qui n'ont absolument rien à voir avec ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire des projets sur de la restauration scalable. On a quelqu'un qui veut développer, par exemple, un site Internet et le franchiser sur des plans de nutrition sportifs, etc. Donc la nature n'est pas tellement importante. En matière de business, et je ne vais pas trop m'élargir, ce qu'il faut faire, c'est identifier un besoin latent. Donc il y a une opportunité qui est là. D'accord, et ensuite adresser ce besoin qui est latent là. Si le projet que vous apportez est un projet qui adresse un vrai besoin, d'accord, et qu'il adresse une vraie opportunité, nous, ce qu'on va faire avec toutes les personnes qui sont assises ici, c'est vraiment partager nos connaissances pour vous permettre d'adresser ce projet-là de la meilleure des façons et d'en faire un business qui est un business profitable et rentable. Merci beaucoup, Reda. Bonjour, je suis Youssouf Kamagaté de Financial Afrique. Je suis Youssouf Kamagaté de Financial Afrique. Vous disiez tout à l'heure que ce sont les entrepreneurs détenteurs de projets à forte valeur ajoutée qui sont concernés par le programme. Il y a des startups, par exemple, qui ont déjà fait les preuves sur le terrain, qui ont déjà eu des assistances. Ces personnes-là, comment ça va se passer? Ils peuvent aussi réintégrer le programme ou bien il y aura un autre mécanisme pour pouvoir les accompagner aussi? Je ne sais pas si mes collègues, quelqu'un veut... D'accord, tu peux continuer. D'accord. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va accompagner des startups? Preuves, par exemple, sur le terrain. Oui, mais faire leurs preuves, ça veut dire quoi exactement? Bon, qui ont démarré déjà l'activité, oui. Qui ont commencé déjà à faire des chiffres d'affaires. Évidemment, nous, on va... écoutez, ce qu'on constate, et je pense que mes collègues iront dans le même sens, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur le terrain. On a beaucoup de personnes qui ont lancé des startups. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que même dans un écosystème qui est beaucoup plus accueillant pour les startups, donc je veux parler de l'Europe, des États-Unis, le nombre de startups
qui arrivent à maturation et qui réussissent à passer de la start-up à une entreprise vraiment en fait en pleine croissance, etc., est extrêmement faible. On parle de, je sais pas moi, de mémoire 2-3% uniquement des start-up qui passent le cap en fait des 5 ans. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est ces start-up-là qui ont des idées extrêmement brillantes, c'est de les prendre et de leur donner en fait la structure nécessaire pour ne pas reproduire les erreurs que peut-être nous tous ici avons déjà commis. D'accord ? Je dis toujours, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a qu'un fou qui peut croire qu'il peut faire quelque chose de la même façon et obtenir un résultat qui est différent. Donc l'idée de rejoindre un programme comme le programme Challenge Plus, c'est vraiment, encore une fois, je le répète, avoir la rigueur d'HEC Paris dans le contenu théorique, et la chance d'être accompagné par des gens aussi brillants que ceux qui sont assis ici, qui ont commis les erreurs que les start-upers ne voudraient pas commettre. D'accord ? Donc nous, on est intéressés par ces start-up-là. Par contre, ces start-up-là devront démontrer qu'elles ont des idées qui sont brillantes et que ces idées adressent un besoin latent sur le marché. C'est les seules conditions qu'il y a. Merci beaucoup, Reda. On pourrait également solliciter nos amis en ligne, je veux dire Christian Camaillou, Étienne Krieger, sur ces questions également. Donc, si vous souhaitez, vous signalez et puis on pourra vous passer également le micro. Pareil pour nos amis, les autres membres du comité stratégique présents ici. Talibi a un mot à dire sur le sujet. Merci Reda. Je prends ma propre expérience. Moi, j'ai été entrepreneur, start-upper depuis 2013. On a démarré une entreprise dans l'immobilier en 2013 qui n'avait rien à voir avec mon profil, mon background de départ, parce que j'étais dans la téléphonie dans la finance, ensuite dans la téléphonie pendant 8 ans. Je décide de tout arrêter, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais pour ce faire, j'ai suivi une formation d'exécutif MBA chez HEC, et avec un projet client, avec un projet en tête, c'est de démarrer mon entreprise dans l'immobilier. Donc, j'ai eu tout l'accompagnement nécessaire. C'est pourquoi j'invite tout un chacun à adhérer à ce projet. Les coûts sont totalement différents. Je me dis, en 2013, s'il y avait cette opportunité, je l'aurais fait. Franchement, c'est un projet intéressant. Donc, tout au long de ma formation, mes professeurs, le corps professoral, mes amis, on a travaillé sur ce projet et c'est un business plan qui est mis en œuvre depuis 2013. Et pour répondre à la question, est-ce que des start-upers, ceux qui sont déjà sur le marché, il y a un intérêt pour une intégrer? J'ai dit oui. Moi, après les 5 ans d'activité, si j'avais cette opportunité, j'aurais adhéré pleinement à ce projet parce que, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir cette capacité de se remettre en cause. On fait tous des erreurs, l'environnement change, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, la crise Covid qui vient nous frapper de plein pied, donc tous les équilibres sont fragilisés. Donc ce type de programme nous permet quand même de repartir sur du bon pied. C'est intéressant pour les start-upers qui ont des projets intéressants et qui s'intéressent à ce programme. Ça va leur apporter une valeur ajoutée. Ouais, merci. Merci beaucoup, Talibi. Est-ce qu'il y a des questions qui nous viennent sur Zoom? Est-ce que, Anaïs, on a des questions qui viennent? Pas encore? Oui, Locine. Bonjour, vous m'entendez bien? Kofi Kwaku Locine de Stratmark Magazine. Ma question, elle est ouverte. Il est clair, moi je vais plutôt parler de perspectives dans la foulée de mes collègues, mais les perspectives pour Challenge Plus Afrique. Donc c'est clair qu'il est subventionné, ce qui est quand même un avantage non négligeable vu le tissu économique, notamment en Côte d'Ivoire. On a un tissu aussi qui regorge énormément d'ingénieurs et d'inventeurs, donc ce projet tombe à point nommé. Cependant, ma question est la suivante. D'un pays comme la Côte d'Ivoire, où 60% du tissu économique est dans l'informel, quelles sont les perspectives de Challenge Plus pour justement intégrer ce genre d'entrepreneurs qui peuvent avoir des idées novatrices, mais qui ont besoin des fois d'être structurés, ou des fois qui n'arrivent pas à passer le cap du formel pour des raisons d'éducation, de finances ou autre chose. Est-ce que dans les perspectives à venir, vous avez prévu des choses pour des personnes qui sont dans ce cadre, en sachant qu'on a quand même l'État ivoirien qui n'arrête pas d'entreprendre, de promouvoir l'entrepreneuriat, mais on a quand même 60% d'informels. Et on a besoin aussi qu'ils se formalisent pour que l'assiette fiscale soit plus opérante et que justement on ait des vrais champions nationaux. Donc, est-ce que vous avez des idées par rapport à ça?
Donc je vais donner mon point de vue, et ça c'est plus un point de vue qu'autre chose, et peut-être que mes collègues rebondiront dessus. Pour moi, le secteur informel, il vient aussi en partie du fait qu'il y a ce manque de structure. D'accord ? Je répète que l'idée ici, c'est d'accompagner justement des gens qui ne sont pas nécessairement dans le secteur informel, mais qui manquent de structure. En accompagnant ces personnes-là, ces personnes vont créer des entreprises qui auront en fait les bases justement pour être dans le secteur formel, pour pouvoir aller en fait dans quelque chose de concret. Quand tout à l'heure le professeur Étienne Krieger parlait des entreprises qui ont réussi une capitalisation boursière à plus de 1 milliard d'euros, vous vous doutez bien que le secteur informel ne peut pas prétendre à faire une capitalisation boursière. D'accord ? Il faut de la structure. Ces entreprises-là vont aussi employer des gens. En employant ces personnes-là, ces personnes qui vont rentrer dans des entreprises structurées où le leadership même a été formé à travailler dans une certaine dynamique, avec une certaine rigueur, etc., ces personnes-là seront impactées et ces personnes-là aussi à l'extérieur apporteront cette même rigueur-là. Cette discussion du secteur informel, on ne pourra pas de toutes les façons la régler. Si vous me dites que le gouvernement planche dessus et n'arrive pas à trouver vraiment des solutions immédiates, il faut bien se douter que ce n'est pas avec le programme Challenge Plus qu'on va pouvoir changer cette chose-là du jour au lendemain. Mais honnêtement, je reste convaincu que c'est en réussissant à impacter les personnes qui sont autour de nous que ces mêmes personnes-là réussiront aussi à impacter d'autres personnes. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on réussira en fait à changer le paradigme et à replacer l'Afrique dans un contexte qui n'est plus un contexte victimaire, mais dans un contexte où l'Afrique devient motrice et vraiment responsable de son propre avenir. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment ça. Après, quelqu'un qui est dans le secteur informel et qui a un projet et qui a envie d'apprendre, ben, on va le traiter de la même façon que quelqu'un qui est dans le secteur formel. Et on va lui apporter aussi les outils dont il a besoin pour peut-être passer du secteur informel au secteur formel. Donc je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter dessus. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter... Merci. Il y a, je crois que Nadine a quelque chose à dire également. Je voudrais rajouter quelque chose après. Oui. Merci pour la question, qui est très pertinente par ailleurs. Effectivement, comme mon camarade Reda l'a dit, le programme Challenge Plus s'adresse tout d'abord aux personnes qui veulent se structurer. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour objectif, le programme Challenge Plus n'a pas pour objectif de remplacer les mesures qui doivent être mises en place par l'État. Donc on va d'abord s'adresser aux entrepreneurs qui veulent se structurer ou qui sont déjà structurés et qui ont besoin d'accompagnement. Donc en cela, je pense que le programme Challenge Plus pourra être également un moteur justement pour pouvoir attirer les personnes ou les entrepreneurs qui sont dans l'informel et qui verront effectivement ce qui est fait pour les personnes qui sont structurées. Ça peut être des auto-entrepreneurs, ça peut être des personnes qui ont des entreprises un peu plus grandes. Ça peut, pour moi, en tout cas, constituer un moteur pour pouvoir attirer ces personnes-là et les encourager à passer du secteur informel au secteur formel. Mais comme Reda l'a dit, je ne pense pas que le programme a pour objectif de répondre aux besoins des personnes qui sont dans le secteur informel. Voilà, merci. Merci pour la question. Moi, je vais simplement ajouter que c'est d'abord un état d'esprit de pouvoir quitter le secteur informel pour le secteur formel, parce que en étant toujours dans le secteur informel, on n'aura pas accès à un certain nombre de marchés, ne serait-ce que travailler avec des entreprises qui vont demander une facture normalisée. Si vous êtes dans le secteur informel, il y a une partie du business qui va vous échapper. Aujourd'hui, des conditions qui ont été établies avec le CPC, la création d'une entreprise dans des délais assez records. La plus petite entreprise, elle est un établissement, je pense, de mémoire, ça dépasse moins les 100 000 francs en termes de frais de création. Il y a un guichet central qui est fait. D'abord, il faut cet état d'esprit de vouloir quitter le secteur informel pour se mettre dans un secteur formel. Et ensuite, ça ouvre des portes, des opportunités à un marché un peu plus grand
notamment le marché des entreprises. Je pense que c'est déjà important. Une fois que cette base, cet accompagnement il est fait, il y a une transformation au niveau des personnes évoluant dans le secteur informel, ça permettra de regarder les choses avec une perspective assez différente. Et ces personnes, une fois dans le secteur formel, pourront souscrire et s'inscrire dans le programme de formation type Challenge Plus pour aller à une autre étape. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ok, merci beaucoup. C'est quel média? Moi, c'est Dr Ange Ponou, de SICA Finance. J'ai vu les chiffres du programme Challenge Plus en France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le programme est très performant. Voilà. Et donc, pour cette première édition en Afrique, que visez-vous concrètement? Combien d'incubateurs comptez-vous mettre en place? Combien d'introductions en bourse prévoyez-vous? Merci beaucoup. Oui. Ouais. Enfin, je pense que la réponse à une partie de votre question est un peu prématurée. Aujourd'hui, c'est clair, comme Reda l'a dit, le programme il démarre avec 25 projets, 25 entreprises qui démarrent. Et ces personnes, en fonction de l'évolution, parce que l'entreprise, il y a une évolution tout au long de son parcours, ces gens qui auront leur projet incubé, au sortie de ce projet, verront bien s'ils vont plus loin dans des projets d'introduction en bourse. Voilà, c'est les opportunités qui vont s'offrir à ces personnes. Moi, je suis dans une entreprise start-upper, après PME, là on évolue vers une grande entreprise depuis 7 ans, mais à court terme, on n'a pas envisagé à moyen terme une introduction en bourse. Ça dépend des opportunités qui se présentent. Donc, je pense qu'on ne pourra pas répondre. Chaque cas est spécifique. Chaque entreprise définit sa stratégie capitalistique, sa stratégie de développement commercial. Ça pourra venir au fil de l'eau. Mais déjà, l'idée, c'est 25 entreprises qui vont bénéficier de l'accompagnement du programme Challenge Plus. Une fois que ces entreprises seront sur le marché, vont connaître une phase de croissance, il va se poser à eux des problèmes de stratégie. Stratégie de développement, est-ce qu'on fait un développement en surface ou un développement en profondeur? Ben voilà. Donc, je pense que c'est des questions qui pourront venir. Mais l'idée de base, déjà, les 25 entreprises vont bénéficier, vont avoir les meilleurs accompagnements possibles et opérationnels sur un marché aussi vaste que notre sous-région. Merci. Merci, Talibu. Est-ce que Étienne ou Christian voudraient rajouter quelque chose à cela? Je suis Danielle Seri du quotidien Inter. J'ai 2 questions qui sont liées. Ma première question, c'est de savoir quel est le nombre de femmes entrepreneurs en Afrique. Et puis ma seconde question, c'est de savoir, parmi les 25 entrepreneurs que vous comptez sélectionner, est-ce qu'il existe une quote-part réservée aux femmes entrepreneurs? Voilà. Merci beaucoup. Je pense que naturellement la question vise une personne qui n'aurait pas souhaité avoir cette question, n'est-ce pas? Mais bon. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Nadine. Merci pour la question. Effectivement, je suis la seule dame du panel, donc je vais essayer de répondre à votre question. On n'a pas, on n'a pas fixé d'objectif de dossier, de femmes sur les 25. L'idée, effectivement, comme vous pouvez vous en douter, vous êtes une dame. On espère effectivement avoir le maximum de dossiers de dames qui soient pertinents. Comme Reda l'a dit tout à l'heure, et je le rappelle encore, l'idée est d'avoir des dossiers qui sont, des projets qui sont intéressants, impactants et qui répondent aux besoins du marché. Donc, que ce soit des dossiers de femmes ou d'hommes, l'idée avant tout, c'est d'avoir des dossiers qui répondent aux besoins du marché, quoi. Donc, on espère effectivement dans cette cohorte-là avoir plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La deuxième, rappelez-la moi, s'il vous plaît. Là, c'est une colle. Honnêtement, c'est une colle. Je ne sais pas si mes camarades pourront... Peut-être Reda.
La question sur le nombre d'entrepreneurs féminins en Afrique, il n'y a pas de data consolidée clairement dessus. Maintenant, il est dit que, en fait, dans le secteur informel, les femmes, il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs dans le secteur informel que dans le secteur formel. Après, par rapport à ce que Nadine dit, Nadine qui est évidemment une femme et qui est brillante et qui a réussi à développer son business Mcash, elle pourra vous en parler plus en détail tout à l'heure. L'idée, c'est quoi? C'est que la population mondiale, de toutes les façons, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, logiquement, on devrait, si on reste de manière rationnelle, avoir autant d'hommes que de femmes dans le milieu entrepreneurial. D'accord, c'est ce qu'on devrait avoir dans les statistiques. Maintenant, ce qui se passe dans la réalité, on a fait un afterwork ici la dernière fois au niveau de HEC pour parler de ce programme-là. Et moi, mon plus grand regret, c'était qu'on n'a eu qu'une seule femme. On a eu une trentaine, 30-35 hommes et une seule femme. Pour autant, c'est pas un frein. Nous, on n'a posé aucun frein au niveau de ce programme-là, mais les femmes elles-mêmes ne sont pas venues en force pour pouvoir, en fait, mettre leurs projets sur la table. Donc, si aujourd'hui, on souhaite que les femmes, donc au-delà de l'inclusivité, moi je ne parle même pas de l'inclusivité et de choses comme ça, je parle d'un point de vue purement rationnel, si je n'ai pas autant de femmes que d'hommes, c'est que quelque part, je suis en train de louper des projets féminins portés par des femmes qui sont des projets qui sont porteurs et qu'on pourrait accompagner. Donc, nous, notre souhait, et c'est ce qu'on vous demandera à vous, en tant que journaliste, peut-être de relayer, surtout les femmes journalistes, c'est de faire en sorte qu'on ait le maximum de projets portés par des femmes, d'accord, qui viennent, qui candidatent et qui soumissionnent. Et nous, on sélectionnera de la même façon. On n'a pas mis de quota parce qu'il n'y a pas de quota à avoir, on veut les meilleurs. Que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Merci beaucoup. Christian Camaillou, depuis Paris, est-ce que Emma Cochrane souhaiterait intervenir sur ce point? Est-ce que Étienne Krieger, professeur Étienne, est-ce que tu souhaiterais intervenir sur ce point? Est-ce qu'on peut recevoir? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle? Oui, je vois qu'il y a des questions. Bonjour, oui. Je suis Abalé Alain, journaliste à Startup Media. Mes questions sont les suivantes. Parlant de la nature des projets, quels sont les projets spécifiquement que vous attendez réellement? Le projet que vous attendez et... Allô? Et aussi, pour une personne qui entreprend déjà, parce qu'être entrepreneur ne veut pas dire forcément avoir de l'argent, une personne qui suit une nomination financière, est-ce qu'il peut postuler s'il a un projet pertinent? Est-ce que s'il postule à HEC Paris, est-ce qu'il sera accepté? Et parlant d'entrepreneur, on n'est pas entrepreneur. Il faut germer les graines de l'entrepreneuriat au sein des tout-petits. Quels sont vos projets ou bien quelles sont vos ambitions pour les tout-petits? Vous pouvez reprendre un peu les différentes questions. Donc, première question, c'est... En première question, quels sont les projets spécifiques que vous attendez pour celui qui veut postuler à HEC Paris? Et un entrepreneur qui entreprend, mais il n'a pas forcément les moyens, il souffre d'une humiliation financière, qui a des projets ou un projet pertinent et qui postule à HEC Paris, est-ce que sa candidature sera acceptée? Puisqu'on parle ici de coût de 4 500 €, si je ne me trompe pas. Son projet est pertinent, mais il n'a pas assez de moyens. Est-ce que sa candidature sera acceptée? Et aussi, la dernière question, et lorsqu'on parle d'entrepreneur, on n'est pas entrepreneur, n'est-ce pas? Et les tout-petits, quelles sont vos ambitions pour les tout-petits pour pouvoir créer en eux le projet d'entrepreneuriat? Voilà. Merci. Je vais répondre à la question sur le financement pour des entrepreneurs qui n'ont pas les 4 500. Bon, je pense que, comme Reda ou Alexis l'ont dit, c'est un projet qui est déjà sponsorisé. Donc, il y a une partie du coût, la plus grande partie du coût est prise en charge par les sponsors. Donc, les 4 500 € pour 200 heures de formation, vous pouvez vous renseigner un peu sur la place avec le programme concurrent, ça sera difficile, voire impossible de l'avoir. Donc, il y a un effort à faire pour la personne qui a un projet. Cette formation, on sortira de cette formation avec un accompagnement, un projet qui aura un degré de maturité facilement implémentable s'il est implémenté, qui va avoir des leviers pour aller de l'avant. Donc, sur ça,
il y a une réflexion qui a eu lieu, le montant de 4 500 € comme contribution des participants a été validé. Je pense que c'est un minimum. Vu l'envergure du programme et la qualité des intervenants, je pense que c'est une belle opportunité. S'il n'y avait pas ce sponsoring, je pense qu'on ne serait pas à ce coup-là. Moi, je me rappelle très bien de ce que j'ai déboursé pour un exécutif MBA. Mais je vous laisse un peu imaginer, quoi, le montant, en plus des billets d'avion, de tout l'accompagnement, l'effort personnel que ça peut entraîner. Voilà, je pense que sur ça, il n'y a pas grand-chose à ajouter, quoi. Oui. Merci beaucoup, Talibi. Est-ce que Reda voudrait rajouter quelque chose sur les questions concernant les projets? Je pense que sur les secteurs de projet, on a répondu tout à l'heure. On est ouvert. Le plus important pour nous n'est pas le secteur du projet, c'est la pertinence du projet en termes de résolution de problématiques réelles ou de besoins réels. Donc ça, on n'est pas du tout en train de limiter cela. C'est clair qu'aujourd'hui, on est conscient que les projets technologiques apportent beaucoup plus à l'Afrique et que clairement, il y aura une attention, mais on est vraiment ouvert à tout type de projet. Après, le dernier point, c'était... qu'est-ce qu'on fait pour les petits? Qu'est-ce que vous identifiez par les petits? Les enfants? On n'a pas malheureusement... Challenge Plus ne répond pas du tout à cette cible aujourd'hui. On cherche des entrepreneurs. Donc, on n'a rien actuellement sur le tapis pour ce segment, les petits enfants. Donc, on n'a pas vraiment prévu quelque chose dans ce sens. Donc, alors, c'est pas les petits enfants. Peut-être que tu vas parler des plus jeunes, en fait, c'est ça? Oui, d'accord. Donc, bon, c'est ce que je dis. Effectivement, comme Alexis l'a dit, ce programme, c'est pas en fait c'est pour les entrepreneurs, mais aussi, donc, l'objectif de ce programme, c'est de créer en fait une nouvelle race d'entrepreneurs qui réussissent, qui gagnent et qui avancent. Une fois en fait qu'on aura réussi à faire des promotions de 25 à chaque fois, il y aura un homme qui va en fait, qui sera sur place et qui va montrer l'exemple. Et je vais dire en fait aussi ceux qui sont plus jeunes vont se dire en fait que c'est possible. Et c'est ça aussi en fait donc un des objectifs de Challenge Plus, c'est de donner l'envie de dire que c'est possible. Si vous êtes bien organisé, que vous avez une bonne formation et que vous avez des modèles, des exemples devant vous, ça ne peut que vous encourager en fait à entreprendre si demain vous avez envie d'entreprendre. Et cela, comme on dit en général, quand on reçoit, quand on a bien reçu, on est prêt à donner. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, tous ceux qui sont là, je les ai déjà vus dans les écoles, dans les lycées, dans certains environnements, en train donc d'expliquer leur expérience, de partager leur expérience et pour donner justement envie aux plus jeunes d'entreprendre. Parce qu'encore une fois, si Challenge Plus arrive en Afrique, c'est parce qu'on est conscient que l'Afrique ne s'en sortira que par l'entrepreneuriat. Et s'il y a une masse critique d'entrepreneurs qui est bien formée et qui avance, ça ne donnera qu'envie en fait aux plus jeunes. Donc ça va en fait tirer de plus en plus de gens. Si les 25 premiers sont bons et que en fait tout le monde qui sort de là et qui disent franchement, voici comment ça m'a permis de transformer mon entreprise ou ma start-up. Je pense qu'il y aura en fait 2 fois plus, 3 fois plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a un effet de nombre qui mécaniquement va se mettre en place. Merci. Je suis Vincent Goran, je suis de l'agence Success ID. Et j'avoue que je suis très heureux d'être là ce matin parce que je trouve que c'est une belle lucane, une belle rubrique qui nous est offerte, d'entendre ces entrepreneurs que vous êtes avec une si longue expérience, belle expérience. J'avoue que je suis très heureux. Je ressortirai d'ici certainement avec beaucoup de richesse. Et je suis très heureux également de savoir que HEC Paris a changé la vie de M. Daouda Coulibaly. Comme quoi, si vous voulez changer votre vie, il y a une adresse qu'on appelle HEC Paris. J'en suis très heureux. J'ai 3 petites questions. La première question est relative aux péchés que commettent les entrepreneurs, du moins les fautes, les erreurs. Vous l'avez cité tout à l'heure. Vous qui êtes des entrepreneurs érudits, sur une certaine échelle, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les erreurs, quels sont ces péchés capitaux, les plus gros péchés, les plus gravissimes que commettent les entrepreneurs de façon générale et que HEC, à travers le programme Challenge Plus, viendra adresser. De sorte que si ces problèmes sont énumérés, listés dans une certaine mesure, les entrepreneurs, bien entendu, avertis, pourraient bien se pencher sur ce programme. Deuxième question. Il y a des incubateurs que nous avons dans notre environnement, tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région.
On a donc le choix d'aller dans certains incubateurs. On a aussi le choix de s'inscrire à ce programme Challenge Plus, bien entendu, à travers le cheminement, le process que vous avez énuméré. Ma question est de savoir qu'est-ce qui nous inviterait à venir chez Challenge Plus et non pas nous inscrire dans un autre programme d'incubateur qu'on a sur la place du marché. Qu'est-ce qui ferait cet avantage différentiel fort? Et en définitive, quelles promesses fortes faites-vous aux entrepreneurs ivoiriens, aux entrepreneurs de la sous-région par rapport à ce programme Challenge Plus? Après avoir tout oublié, que devons-nous garder dans le cœur, dans notre âme et dans notre esprit en termes de promesses? Merci. Avant que Talibi et Reda ne réagissent, je voudrais inviter Christian Kamayou, qui a longtemps travaillé sur ce sujet. Est-ce que Christian est connecté avec nous? En attendant que Christian se prépare, je voudrais inviter ici Talibi déjà à pouvoir commencer. Puis après, Christian donnera également son avis sur ce sujet parce qu'il connaît bien l'écosystème des startups en Afrique. Merci beaucoup. Oui. Merci pour ces questions, c'est assez pertinent. Déjà, en termes d'erreurs à éviter ou à ne pas faire, à titre personnel, je parlerai plutôt des retours d'expérience. Retour d'expérience, l'entrepreneuriat, d'abord, premier point, c'est un état d'esprit. Je pense qu'au travers de ce que je vais dire, vous allez voir quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Même nous, en tant qu'entrepreneurs depuis 7 ans, on commet encore des erreurs, quoi. Donc, l'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit. Il faut avoir un mental à toute épreuve parce que c'est une longue traversée. Et là, premier point, c'est un état d'esprit. Deuxième point, l'entrepreneuriat, il faut avoir un temps de maturation de son projet. De préparation, de réflexion. Je pense que les programmes comme HEC Challenge Plus permettent de formater, de modéliser cette maturation du projet. Troisième point, c'est l'innovation. Il faut être vraiment innovant. Même un produit existant sur le marché, il faut apporter de l'innovation pour donner un nouveau souffle à un produit déjà existant. Autre point, c'est la remise en cause de façon permanente. On peut connaître des succès à un moment donné, l'entreprise peut être en difficulté. C'est cette remise en cause permanente qui nous permet d'aller de l'avant, de corriger ses erreurs et de pouvoir prendre de bonnes décisions pour l'avenir. Autre point, c'est de s'entourer des ressources humaines de qualité. La performance, l'optimisation doit primer sur l'envie de se faire plaisir. On monte une boîte. La première chose en tant qu'entrepreneur, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une carte de visite où c'est marqué président, directeur général, même si c'est une Israël, c'est un gérant. On met président, directeur général, une assistante, avoir des collaborateurs. Je pense que l'intérêt n'est pas là. On monte une boîte, on a un cœur de métier. Je pense que l'entrepreneur doit avoir une maîtrise sur son cœur de métier. Moi, je suis un développeur de logiciels. Je n'ai pas des aptitudes en management. Je vais axer ma participation dans l'entreprise en développement de ce logiciel. Je pourrais bien être un directeur d'exploitation. L'idée de moi, c'est que ça continue de fonctionner. Je prendrai un manager pour m'accompagner. Et dernier point, et puis ça c'est l'éthique, quoi. Donc quand on démarre un business, pour rassurer tout le monde, aussi bien les banquiers que les partenaires et les actionnaires, il faut avoir une certaine éthique, il faut inspirer confiance. C'est vrai, on peut avoir des difficultés dans la vie d'une entreprise, mais quand on a un code d'éthique, qu'on s'efforce de respecter, je pense que, quelles que soient les difficultés, on arrive toujours à trouver des solutions. Voilà un peu mon petit retour d'expérience qui répond à un certain nombre de questions qui sont posées. Et pourquoi HEC? Je pense que j'ai fait l'exécutif MBA à HEC. Il y a des difficultés auxquelles je suis confronté aujourd'hui. On me l'avait dit lors de mon mémoire. On m'a dit, attention, son projet dans l'immobilier, intensité capitalistique, il va avoir des périodes où il va avoir des tensions de trésorerie, et ainsi de suite. Mais il faut s'y préparer, il faut trouver des solutions. Et un des points aussi, c'est la qualité des ressources humaines. C'est vrai, à un moment donné, on a eu des problèmes de ressources humaines, et il faut pouvoir les adresser. Il faut être préparé à tous ces sujets-là, dans la matrice des risques. Il faut être préparé à ces sujets pour pouvoir les adresser rapidement pour continuer à performer. Merci. Oui, je vois que Christian veut partager également son point. Merci beaucoup, Christian. Tu as la parole. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que
ma propre expérience m'a montré qu'entreprendre, c'est véritablement tout un état d'esprit. C'est un état d'esprit parce que, voilà, pour ce qui me concerne, j'ai d'abord été banquier dans la première partie de ma vie professionnelle. Et donc, il m'a fallu retirer mon costume de banquier pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ou pourquoi pas un autre incubateur. Donc, c'était ça aussi un pan de votre question. Parce qu'en fait, la réponse est simple. Hein. Si vous voulez vraiment réussir, faites-vous accompagner par l'un des meilleurs. Je ne dirais pas le meilleur, mais l'un des meilleurs. Parce qu'en fait, quand vous prenez aujourd'hui tous les rankings, tous les classements, HEC arrive, quel que soit le programme d'HEC, il est dans les 3 premiers mondiaux. Donc, je veux dire, c'est une aubaine, encore une fois, pour les entrepreneurs ivoiriens, de se faire accompagner par quelqu'un qui a un vrai savoir-faire, qui a une vraie, en fait, donc, leadership dans ce domaine-là, et qui peut, en fait, qui nous fait partie donc, des meilleurs. Que vous prenez donc la grande école, que vous prenez les programmes exécutifs, que vous prenez le Triumph, que vous prenez en fait tous les programmes d'HEC en fait dans les 3 meilleurs mondiaux. Donc c'est vraiment une aubaine. Donc oui, donc vaut mieux le faire avec les meilleurs que d'aller en fait dans une boutique à côté. Voilà, j'espère que je répondais à votre question. Kofi Kwakulosine de chez Stratmark pour la dernière question. Ma question concerne notamment les projets. Vous avez dit qu'il fallait vraiment s'adapter au tissu social, au tissu culturel qu'on trouve sur le continent, n'est-ce pas? C'est vrai que quand on parle de start-up, il y a beaucoup de personnes qui pensent forcément technologie, high-tech qui est important. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un continent où la première ressource, c'est quand même les matières premières. Il y a beaucoup de choses à développer dessus, notamment en termes de transformation de nos matières premières au local, en sachant que la crise de la Covid-19 nous a vraiment montré qu'à l'heure actuelle, on a besoin de transformer nos produits localement, tant sur le point de vue agroalimentaire qu'autre. On a un taux d'importation de produits qui est tel qu'il nous faut des projets innovants à cette échelle. Est-ce que Challenge Plus Afrique a prévu, bien sûr, s'il candidate, de se pencher sur ce genre de projet, peu importe la forme, hein, que ce soit d'un point de vue technologie, développement d'usines d'industrie, ou peut-être développement de savoir-faire carrément dans des fermes ou autres, ou par exemple quelqu'un qui est dans le textile, qui a un développement de projet intéressant à ce niveau, vraiment dans cet ordre d'idée, ou pour l'autosuffisance alimentaire par exemple. Enfin, votre question, elle est pertinente, effectivement. Encore une fois, je pense qu'on l'a tous dit ici, il n'y a pas de quota. Que ce soit en termes de genre, comme on l'a dit, que ce soit par rapport au projet. L'idée, effectivement, de ce programme est de recueillir ou de sélectionner les meilleurs projets donc qui répondent à un besoin. Et effectivement, le point le point que vous venez de soulever concernant la transformation, c'est un point effectivement qui est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, on a besoin de transformer ce qu'on produit localement. Pour effectivement réduire le coût pour les consommateurs parce qu'on n'aura pas à importer un produit qu'on peut produire localement. Moi, pour ma part, je ne pense pas qu'on ait prévu un quota particulier pour ces projets-là. Mais effectivement, si ce sont des projets qui sont intéressants et qui répondent à un besoin, oui, forcément, on pourra... Est-ce que vous en avez déjà reçu à l'heure actuelle, dans les projets que vous avez reçus? Est-ce qu'il y en a dans cet ordre? Alors, pour l'heure, on ne va pas dévoiler ce qu'on a reçu, ce qui a été reçu, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le programme n'a pas été lancé, n'a pas encore été lancé officiellement, déjà. Et on a déjà reçu 40 dossiers. Et l'objectif pour nous, c'est d'en recevoir au moins 100. Et sur les 100, d'en sélectionner 25. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler des projets qui ont été reçus, etc. Vous nous le direz en temps en heure. Hein. Absolument. Ok, on attend avec impatience. Absolument. Merci. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Je voudrais vous remercier et vous inviter pour le cocktail. Je voudrais clôturer ainsi la session de ce matin.
Et sans plus tarder, on pourra continuer ces échanges de façon informelle autour d'un petit pot à partager. Chers membres du comité stratégique de Challenge Plus, merci beaucoup à vous. Merci à Christian et à Emma et à Étienne. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous nous donnez. Nous partageons ce petit instant de bonheur en pensant à vous. Emma, Étienne et puis Christian, à très vite. Et à vous tous qui nous suivez, merci infiniment. Et je vous invite, je clôture ainsi cette session et cette conférence de presse. Merci.